Bienvenue. Dans cette vidéo, vous trouverez la première partie des solutions de la chasse au trésor opus numéro 2, publiée sur mon site internet compositeuranonyme.com. Pour rappel, le but de la chasse était de pouvoir répondre à cette question. De tous les musiciens ou musiciennes qui ont jalonné l'histoire de la musique, quel est celui ou celle que je préfère? Afin de répondre correctement à cette question, un ensemble d'énigmes était proposé. 7 énigmes visuelles immédiatement disponibles, mais aussi 3 énigmes sonores qui étaient camouflées de manière plus ou moins évidente. Je commencerai par vous détailler les solutions des énigmes visuelles représentant la première partie de la chasse. Une fois cela fait, dans une autre vidéo, il sera temps de s'intéresser à la découverte et à la résolution des énigmes sonores. Dans l'ordre du site, un total de 7 énigmes visuelles étaient proposées. En 1, nous avions pierre, en 2, chevalier, en 3, tombe, puis venait l'énigme 4, gris, 5, texte, 6, lecture, et enfin 7, labyrinthe. La première énigme, pierre, a un statut particulier, puisque c'est la seule qui ne peut pas du tout être décryptée sans avoir au préalable obtenu la solution finale des autres énigmes visuelles. Ainsi, je commencerai cette vidéo en vous proposant la solution des énigmes 2 à 7 pour terminer par la résolution de l'énigme 1, pierre. Avant de démarrer ce décryptage individuel, il est intéressant de noter que chaque énigme possède 2 points communs. Des trios d'horloges en haut de chacune d'elles et des croix pouvant être rouges, bleues ou les deux. Gardez ces éléments en tête, je reviendrai plus tard sur leur utilité. Les énigmes n'ont pas toutes la même difficulté. Pour plus de clarté, je vous propose une explication respectant l'ordre trouvé sur le site, de 2 chevaliers jusqu'à 7 labyrinthes, même si bien souvent, ce n'est pas dans cet ordre-là que les chasseurs sont parvenus à les décrypter du fait de la difficulté variable. Commençons donc par l'énigme 2, chevalier. Dans cette chasse, aucun choix n'est anodin. On est immédiatement frappé par la présence de 6 armures imposantes dans cette énigme. Avec une simple recherche sur le terme armure dans un cadre musical, on découvre qu'il existe un terme en solfège nommé armure, désignant le nombre de dièses ou de bémols qu'on assignera aux notes d'un morceau. Chaque socle portant l'inscription d'une tonalité, il n'y avait qu'à faire la correspondance suivante. G suivi d'un grand M est la tonalité de sol majeur, dont l'armure est 1 dièse. La première armure est donc 1 dièse. B suivi d'un petit M est la tonalité de si mineur, dont l'armure est 2 dièse. En poursuivant ainsi, on obtient pour les armures suivantes 4 dièses, 3 bémols, 1 bémol et 2 bémols. Ce nombre de bémols ou de dièses est en fait une indication qui permettra de transformer les lettres qui se trouvent au sol. En effet, une des difficultés de cette énigme était de comprendre que les lettres au sol ne devaient pas bouger, mais simplement être transformées. Le principe des dièses et des bémols permet normalement d'augmenter ou baisser le ton d'une note. Un dièse l'augmente alors qu'un bémol l'abaisse. Sur le même schéma, l'armure que l'on a nommée 1 dièse permettra donc d'augmenter les lettres associées d'un rang dans l'alphabet. Un A deviendrait un B deviendrait un C, etc. Alors que par exemple, avec l'armure 3 bémol, on reculerait une lettre de 3 rangs. Un D deviendrait un A. Mais comment savoir quelle lettre transformer? Eh bien, c'est là qu'il faut utiliser les boucliers de chaque chevalier. Les nombres inscrits dessus, s'ils sont couplés par 2, sont surtout disposés à chaque fois sur 6 lignes. En prenant l'exemple de la première armure qui donne plus 1, nous voyons sur sa première ligne les nombres 1 et 10. Cela signifie que la transformation de cette armure, c'est-à-dire augmenter les lettres d'un rang dans l'alphabet, s'applique à la première et à la 10e lettre de la première ligne, à savoir B et T. Nous appliquons la transformation plus 1 de l'armure associée, le B devient C et le T devient U.
En poursuivant ainsi avec la même armure, la cinquième et 12e lettre de la deuxième ligne deviennent S et R, la deuxième et 9e lettre de la troisième ligne deviennent I et N, etc. Le fonctionnement est le même pour les autres armures en prenant simplement la transformation associée. Le message que nous décryptons dans cette énigme est le suivant. Celui que tu trouves pour terminer est né 10 ans après la création d'une suite homonyme. Cette énigme étant terminée pour l'instant, regardons ensemble la suivante, la numéro 3, tombe. Un des premiers éléments que les gens ont remarqué dans cette énigme était le mot monnaie, codé par du morse dans la partition sur la pierre tombale. L'astuce étant de mettre un trait pour chaque noir, un point pour les croches et un séparateur pour les rondes. Si cette information a bien sûr une utilité, je n'y reviendrai que plus tard. Gardez donc l'information monnaie dans un coin de votre tête. De même, les -4 et +4 autour de la croix bleue ne serviront pas maintenant. Je me focaliserai donc sur le reste. Pour bien démarrer, il fallait dans un premier temps réécrire la partition de façon littérale. On lit La, Mi, Do, Si, La, etc. On écrit donc La, Mi, Do, Si, La, et ainsi de suite. Dans un deuxième temps, le nombre de lettres obtenues étant le même que celle sur la tombe, on superpose le tout. J'écris TI au-dessus de La, puis UI au-dessus de Mi, etc. Pour les définitions qui se trouvent en dessous, il fallait trouver des solutions en 4 ou 5 lettres composées de noms de notes, qui pouvaient être mélangées ou non. Par exemple, le genre musical portugais qu'est le fado permettait de reconnaître immédiatement les notes fa et do. Mais d'autres définitions étaient beaucoup plus anagrammées, comme par exemple la cinquième qui donnait rôle au pluriel en mélangeant les notes sol et ré. La dernière étape consiste à chercher dans la partition la bonne suite de notes correspondant à chaque définition. Pour la numéro 1, nous avons Si et Ré. Nous chercherons donc un Si suivi d'un Ré, ou bien un Ré suivi d'un Si. Il y a bien cette succession dans la partition, une seule et unique fois. Les notes Ré et Si, auxquelles ont été associées les lettres OU et TR. En se servant de la définition Si-Ré, nous pouvons remettre ces lettres en place, TR-O-U. En effectuant la même opération pour chaque définition, on obtient le message final de l'énigme, trouve l'œuvre de celui qui tient chaud aux pieds. L'énigme est alors terminée pour le moment. La suivante est la numéro 4, grille. Cette énigme mélange dans un premier temps deux mini-jeux comme on en trouve dans certains magazines, le sudoku et le nonogramme, aussi connu sous le nom de Picross. La première étape consiste à remplir les cases vides par les instruments avec la même règle que dans un sudoku. 6 instruments différents pour chaque ligne horizontale, verticale et chaque section de 6 cases qui étaient délimitées en rouge. En résolvant ensuite les opérations mathématiques tout autour de la grille, les résultats obtenus sont soit 14, 23, 32, 41 ou 5. On préférera lire 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1 ou 5. Cela permettant de griser les cases comme dans un nonogramme. En procédant ainsi, il ne reste alors que 6 instruments visibles, tous différents et chacun sur une colonne et une ligne où n'en figure aucun autre. En nommant les colonnes par des lettres, A pour la première, B pour la deuxième, et ainsi de suite jusqu'à F, il est désormais possible d'associer un instrument à chaque lettre. A représente l'instrument restant dans la première colonne, soit la trompette, B le piano, C le saxophone, D les maracas, E la guitare, et enfin F le violon. Pour terminer l'énigme, il ne reste qu'à compter les lettres dans les noms de ces instruments. A6 signifie de prendre la 6e lettre de l'instrument A, soit la 6e lettre du mot trompette, c'est-à-dire un E. F6 dit de prendre la 6e lettre du violon, un N. Le message final de cette énigme est ainsi trouvé. En son groupe, celle-ci est la seule en son genre. L'énigme 5,
intitulée Texte, est une de celles qui a créé le plus de blocage chez les personnes qui se sont confrontées à mon opus. Ici, 2 messages sont à décrypter, une phrase et un mot complémentaire, menant tous les deux à 2 solutions qui seront nécessaires pour terminer l'ensemble de la chasse. Pour bien démarrer cette énigme, il faut commencer par retrouver des citations. En effet, ce texte est composé d'un ensemble de 7 citations de différents compositeurs. Des lettres sont manquantes et d'autres ont été remplacées par des croix rouges. Une bonne idée était donc de remplacer toutes les croix rouges par leurs lettres d'origine et de prendre en note toutes les lettres manquantes à part. Les citations à retrouver étaient les suivantes. La majorité de ce que nous faisons est éphémère et vite oublié. Citation de John Williams. Les croix rouges deviennent A, E, Q, U, A, E, T, E et les lettres manquantes sont I, N, N, O. Je poursuis donc ainsi avec les 6 autres citations. La deuxième citation nous vient d'Igor Stravinsky. Je considère la musique par son essence impuissante à exprimer quoi que ce soit. La raison d'être de celle-ci n'est d'aucune façon conditionnée par celle-là. Si, comme c'est presque toujours le cas, la musique paraît exprimer quelque chose, ce n'est qu'une illusion. La troisième citation était un peu plus difficile à retrouver puisque très réduite, comme ce qu'elle indique. Il s'agissait d'une citation de John Cage disant ceci « Simplicité ultra compliquée et nullement réductible au nombre ». Ensuite, la citation proposée a pour auteur Gheorghi Ligeti. Je m'imagine la musique comme quelque chose de très loin dans l'espace. Il reste encore 3 citations, la suivante est de Frédéric Chopin. J'aimerais pouvoir repousser les pensées qui empoisonnent ma joie. Pour l'avant-dernière citation, c'était Ludwig van Beethoven qu'il fallait retrouver. Je suis tellement heureux lorsque je me promène dans les bois parmi les arbres, les fleurs et les rochers. Personne n'aime la campagne autant que moi. Enfin, le dernier compositeur, et pas des moindres, a dit ceci. Le vrai génie sans cœur est un non-sens, car ni intelligence élevée, ni imagination, ni toutes deux ensemble ne font le génie. Il s'agissait d'une citation de Wolfgang Amadeus Mozart. Une fois tout cela effectué, un premier message apparaît immédiatement avec les lettres qui étaient absentes. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ces paroles, associées au signe de croix, donnent une information pour pouvoir décrypter les lettres bleues. La croix bleue à la toute fin du cryptogramme est d'ailleurs là pour montrer que cette trouvaille concerne bien les lettres bleues. Le piège de cette énigme était de devoir utiliser les lettres obtenues en remplaçant les croix rouges pour pouvoir se repérer grâce au bleu. Le plus simple est de commencer par lister les lettres bleues dans l'ordre où elles apparaissent, puis de les regrouper en 5 groupes de 4, à savoir E, C, R, A, ensuite Q, O, T, E, puis E, H, R, L, E, N, R, L, et enfin L, T, U, O. Il faut désormais dessiner 5 croix en se servant de ces lettres, en se repérant grâce aux lettres qui ont remplacé les croix rouges. En prenant le sens conventionnel du signe de croix, à savoir haut, bas, gauche, droite, je trace 2 traits. Un entre E en haut et C en bas, un autre entre R à gauche et A à droite. Le croisement finit sur un A. C'est la première lettre de la solution. En poursuivant ainsi avec les autres croix, 5 lettres sont obtenues. A, E, O, P, R. Anagramme du mot opéra. Le choix de réordonner les lettres alphabétiquement n'est pas un hasard, puisque cette technique est réutilisée pour la résolution des lettres rouges, et même dans une énigme suivante. Pour cette énigme, la solution bleue est le mot opéra, et il ne reste plus qu'à trouver la solution rouge. Pour pouvoir obtenir un message avec les lettres rouges, il faut d'abord se rendre compte que leur nombre, pour chaque citation, est le même que celui du nom de famille de celui dont provient la citation. Par exemple, dans le cas de la première, nous allions trouver les lettres A, E, Q, U, A, E, T, E, ce qui fait un total de 8 caractères. Son auteur John Williams a un nom lui aussi composé de 8 lettres au total.
tout comme cela a été fait dans l'énigme 3, tombe, voir deux séries de lettres possédant un même nombre de caractères donne envie de les superposer. Les noms des compositeurs permettront de savoir comment lire les lettres associées. La technique consiste à utiliser l'ordre alphabétique qui nous avait été indiqué par la façon d'anagrammer le mot bleu opéra. En lisant toutes les lettres associées au A dans les noms des auteurs, 4 lettres sont obtenues dans l'ordre suivant E, L, L, E. En poursuivant avec le B, présent uniquement dans Beethoven, nous trouvons pour lettres associées un A. Les C donnent R, E. Le résultat obtenu est le message suivant. Elle a rendu hommage à celui que tu dois trouver maintenant. Maintenant que la solution de l'énigme 5 a été expliquée, il est temps de s'intéresser à la 6, nommée lecture. Le premier élément remarquable dans cette énigme est le mot mode écrit en grand et d'une manière peu conventionnelle. En se renseignant sur le terme mode en musique, les chercheurs découvraient les modes très classiques que sont les modes majeurs et mineurs. Mais surtout, qu'avant ce système majeur et mineur, qui est la base du système tonal, il existait 7 modes, chacun associé à une note de musique. Dans l'ordre de Do jusqu'à Si, les noms des modes sont les suivants. Ionien, le mode de Do. Dorien, le mode de Ré. Phrygien, mode de Mi. Lydien pour le mode de Fa. Mixolydien associé à la note Sol. Éolien, mode de La. Et enfin locrien, mode de Si. Le fait de retrouver dans ces noms de modes les mêmes lettres que sur le parchemin et sur le livre était une façon de savoir que la piste suivie était la bonne. Le crayon et la paire de lunettes indiquent quoi faire ensuite. D'abord écrire, puisque le crayon est à gauche, ensuite lire. Pour savoir comment écrire, il suffit de suivre le schéma de la lettre O du mot mode qui est en titre. Cette sorte de spirale est en effet dessinée dans une grille de 7 cases sur 7 et l'ensemble des lettres des 7 modes forme justement un ensemble de 49 lettres, soit 7 sur 7. En suivant ce schéma, le premier mode, c'est-à-dire ionien, doit donc s'écrire à droite, à la verticale, en partant du haut. Pour le mode suivant, le mode dorien, il faut continuer de suivre la flèche en partant vers la gauche à l'horizontale. On continue ainsi avec tous les modes dans le bon ordre, après dorien, phrygien, lydien, mixolydien, éolien et enfin locrien. L'écriture est faite, il faut maintenant procéder à la lecture. Cette dernière se fait grâce à la forme de la lettre E. En superposant le schéma de cette lettre sur les 7 modes qui viennent d'être écrits, une belle confirmation apparaît immédiatement. Le seul X, provenant du mot mixolydien, se superpose à la petite croix bleue. Sachant qu'il s'agit d'une lecture, un nouvel ordre de 49 lettres est obtenu, démarrant du bas de la lettre E jusqu'à sa croix bleue. Afin que cet ordre soit plus parlant, je vais tout de suite regrouper les lettres par 3. PNE, puis IRO, DNE, ILO, etc. Ces triplets sont exactement les mêmes que sur le parchemin et le livre, c'est donc que la solution approche. La technique pour décrypter le parchemin consiste à associer chaque triplet à la lettre correspondante dans le mot physharmonistique, qui, soit dit en passant, est un mot qui n'existe absolument pas. Ainsi, PNE, qui est le premier triplet, correspond au P de ce mot. IRO, second triplet, correspond au H. DNE correspond au Y, etc. Grâce à cette correspondance, le message du parchemin est assez rapidement décrypté et retient sa symphonie. Le second décryptage, celui du livre, ne nécessite qu'une petite manipulation supplémentaire. Tout comme dans l'énigme précédente, il faut penser à l'astuce de l'ordre alphabétique. Le choix du livre était d'ailleurs là pour rappeler visuellement un dictionnaire. Les triplets restent en place et ce sont les lettres du mot physharmonistique qu'il faut réorganiser, en les remettant toutes dans l'ordre alphabétique. Ce nouvel ordre, A, E, H, I, I, M, N, O, P, Q, R, S, S, T, U, Y, permet de traduire le livre. Le deuxième message obtenu complète ce qui a été décrypté sur le parchemin avec le bout de phrase suivant,
ainsi que son quatuor. La solution de l'énigme est donc retiens sa symphonie ainsi que son quatuor. Il ne reste plus qu'une énigme avant de passer aux choses sérieuses. Cette énigme 7, intitulée Labyrinthe, marque un premier tournant dans la chasse. Dans cette énigme, plusieurs messages sont cachés. La première démarche consiste à réaliser le parcours menant de l'entrée du labyrinthe jusqu'à la Croix-Rouge. En prenant chaque lettre lorsque le trajet effectue un virage, le message obtenu est le suivant. La finale de l'œuvre précédente s'abaisse d'un rang pour te donner le prénom de celui que tu cherches. Cette solution est la dernière phrase qui ira avec toutes celles trouvées dans les autres énigmes, mais le labyrinthe a encore beaucoup de secrets à nous révéler, puisque c'est justement lui qui va nous permettre d'associer toutes les énigmes. En effet, le message inscrit au-dessus du labyrinthe cache, comme il le dit si bien, un cryptogramme. La phrase « un simple message cache parfois un crypto » est constituée du même nombre de lettres que le nombre de lignes du labyrinthe. En réécrivant la phrase « un simple message cache parfois un crypto » à la verticale, et l'alphabet de A à Z à l'horizontale, nous pouvons récupérer un nouveau message à l'intérieur du labyrinthe. 5 à chaque ligne t'aideront pour l'ordre. Ce message n'est qu'une étape permettant de voir que, pour chaque ligne du labyrinthe, une lettre est à chaque fois répétée exactement 5 fois. Dans la première ligne, il y a ainsi 5 U. Dans la deuxième, 5 N. Dans la troisième, 5 E. Cette technique permet d'obtenir le message complémentaire, une rotation pour chaque nouvelle lettre. Enfin, en fouillant un peu le labyrinthe, il était possible de découvrir un poème célèbre pour le monde musical, le Ut Coeant Laxis, aussi connu sous le nom d'hymne à Saint Jean-Baptiste, qui est le texte à l'origine du nom des notes, Ut, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Dans le labyrinthe, le nom des notes était justement enlevé. Ut Coeant Laxis devenait Coeant Laxis, tout comme Ré Zonare Fibris devenait simplement Zonare Fibris, ainsi de suite. Cette disparition du nom des notes dans le poème était à la fois pour insister sur l'importance des notes, mais aussi pour faire comprendre que si elle ne se trouvait pas là, elle devait être ailleurs dans l'opus. Pour résumer, en plus d'une phrase comme dans les autres énigmes, ce labyrinthe donne 3 informations. 5 à chaque ligne t'aideront pour l'ordre, une rotation pour chaque nouvelle lettre, et enfin, nous savons que le nom des notes aura son utilité, démarrant à Ut et terminant à Si. L'ordre est en réalité donné par les horloges. Il s'agit d'un code sémaphore transformé. Pour rappel, le sémaphore consiste à indiquer des lettres de l'alphabet via les positions de drapeaux tenus à bout de bras. Ce code est fréquemment réutilisé sous forme d'horloge, de montre ou autre dans des chasses au trésor. Pour l'opus numéro 2, il fallait vraiment se concentrer sur la position des aiguilles, sans tenir compte de leur taille et sans vouloir les modifier. Comme le labyrinthe l'a si bien indiqué, une rotation était effectuée à chaque nouvelle lettre. Cette indication concernait directement l'alphabet sémaphore. La technique consiste à prendre l'alphabet en question et, pour chaque nouvelle lettre, effectuer une rotation de 90 degrés. Ainsi, la lettre A est présentée de façon classique, le B est tourné de 90 degrés, le C de 180, le T de 270, puis le E revient en position normale. Le F est tourné à 90, le G à 180, etc. En prenant l'exemple de l'énigme 1, Pierre, ce nouvel alphabet donne soit un S ou un Y pour l'horloge de gauche, un E ou un K pour celle du milieu, et enfin un I ou un N pour celle de droite. La différence de taille entre les horloges peut être considérée comme une façon de passer les lettres en majuscules. En procédant ainsi, on obtient les équivalences suivantes. Pour l'énigme 1, Pierre,
S ou Y, E ou K, I ou N. Pour l'énigme 2, chevalier, S ou Y, O, L. Pour l'énigme 3, tombe, U ou X, I ou N, T ou W. Pour l'énigme 4, gris, M ou V, M ou V, I ou N. Pour la 5, texte, F ou P, S ou Y, A ou Z. Pour l'énigme 6, lecture, L, B, A ou bien Z. Enfin pour l'énigme 7, labyrinthe, R, et enfin E ou K. Par déduction, deux informations sont trouvées. La première information est que les horloges gauche et droite servent à écrire l'ensemble des noms des notes de musique depuis ut jusqu'à si. Bien sûr, dans le cas des chevaliers, l'horloge centrale complète le nom de la note puisqu'il s'agit de sol. On peut donc réordonner les énigmes selon un nouvel ordre qui sera nécessaire pour résoudre la chasse. En premier, tombe pour la note ut, labyrinthe pour le ré, puis gris pour la note mi, texte avec fa, chevalier pour sol, lecture pour la, et enfin pierre avec la note si. La deuxième information concerne les horloges centrales. En jouant avec les différentes possibilités offertes par celle-ci, il n'y a qu'un seul et unique mot possible en termes d'anagramme qui utilise l'ensemble des 7 lettres. Le mot en question est nombre écrit au pluriel. Cette information ne s'invente pas immédiatement, je compte sur vous pour la garder en mémoire et nous en reparlerons probablement dans une autre vidéo. Maintenant que l'ordre des énigmes est connu, il est enfin possible de comprendre comment combiner les différentes phrases décryptées en les faisant s'enchaîner dans l'ordre depuis ut jusqu'à la. Nous nous intéresserons à l'énigme si à la toute fin. C'est à partir de maintenant que les croix rouges et ou bleues auront leur utilité. Selon la couleur des croix, il faudra trouver soit un compositeur ou une compositrice dans le cas des croix rouges, soit une ou des œuvres dans le cas des croix bleues. La première phrase qu'il faut comprendre est celle obtenue dans l'énigme tombe, puisqu'il s'agit de la note ut. Trouve l'œuvre de celui qui tient chaud aux pieds. Dans cette énigme, j'avais mis deux éléments de côté en disant que j'y reviendrai plus tard. Moins 4 et plus 4 de part et d'autre de la croix bleue, ainsi que le mot monnaie, codé en morse dans la partition. En cherchant le nom d'un compositeur qui tiendrait chaud aux pieds, une seule possibilité est vraiment parlante. Il s'agit du compositeur Ernest Chausson. Le but final de l'énigme était de trouver son œuvre nommée Le Roi Artus, un drame lyrique qu'il a fini de composer 4 ans avant sa mort et qui ne sera joué pour la première fois en public que 4 ans après sa mort au Théâtre Royal de la Monnaie à Bruxelles. Je note donc que la première croix bleue est Le Roi Artus. Pour l'énigme suivante, la réponse est assez simple. Le labyrinthe a donné un message disant que la finale de l'œuvre précédente s'abaisse d'un rang pour te donner le prénom de celui que tu cherches. En abaissant la dernière lettre de l'œuvre qui vient d'être trouvée, c'est-à-dire le S du roi Artus, un prénom apparaît, Arthur. Plusieurs compositeurs ont ce prénom, mais le plus célèbre et immédiat lorsqu'on effectue des recherches est Arthur Honegger. C'est donc la solution de la première croix rouge. Troisième étape. En son groupe, celle-ci est la seule en son genre. En partant d'Arthur Honegger et de la notion de groupe, il est évident qu'il faut chercher dans le groupe des 6, un groupe de compositeurs regroupant en plus d'Arthur Honegger, Georges Auric, Louis Duret, Darius Milhaud, Francis Poulenc et enfin Germaine Taillefer. Ce groupe ne comportant qu'une seule femme, elle est bien la seule en son genre. La deuxième croix rouge est donc Germaine Taillefer. La quatrième énigme dans l'ordre des notes, texte, était la seule possédant du rouge et du bleu. Il faut donc trouver
une personne et une œuvre. Ayant obtenu le mot opéra grâce aux croix bleues et la phrase « Elle a rendu hommage à celui que tu dois trouver maintenant grâce au rouge », on imagine assez facilement devoir trouver une personne à qui Taillefer a rendu hommage, ainsi qu'un opéra de cette même personne. La compositrice du groupe des 6 a écrit 2 morceaux de musique intitulés « Hommage ». L'un est hommage à Debussy, l'autre hommage à Rameau. Dans le doute, en ayant trouvé uniquement des compositeurs assez contemporains les uns des autres, il était préférable de retenir Debussy plutôt que de remonter dans le temps avec Rameau. Ainsi, la 3e croix rouge est Claude Debussy. Et la 2e croix bleue, son opéra le plus célèbre, Péléas et Mélisande. À nouveau, dans le doute, et pour retenir le bon opéra, un léger fil rouge venait teinter ce début de chasse. Il s'agissait du cycle arthurien. On trouvait le roi Artus, qui devenait Arthur, puis on passe à Péléas et Mélisande, qui fait partie du cycle arthurien, et nous verrons que ce cycle revient aussi dans une œuvre qu'on trouve un peu plus tard. Pour la 5e énigme, le but est de définir à qui correspond la dernière croix rouge. Pour rappel, le texte est le suivant. Celui que tu trouves pour terminer est né 10 ans après la création d'une suite homonyme. Le choix du terme « terminer » n'était là que pour souligner le fait que c'était bien la dernière croix rouge de cette partie de la chasse. Mais l'opus numéro 2 est loin d'être terminé. En partant du nom de l'opéra Péléas et Mélisande, nous trouvons une suite musicale composée par Gabriel Fauré. Le choix du terme « création » était volontairement ambigu. En effet, la création de Péléas et Mélisande était en 1901. Mais si on comprend création dans le sens composition, la date exacte est le 21 juin 1898. Il ne reste donc plus qu'à trouver un compositeur né 10 ans après, c'est-à-dire en 1908. En cas de doute, un indice était dans le visuel de l'énigme. En effet, la solution de la dernière croix rouge était le compositeur Olivier Messiaen, qui, au-delà de ses activités de compositeur, était très connu pour sa passion de l'ornithologie. Vu toutes les plumes qui apparaissaient sur les casques des chevaliers, nous avions là un petit indice sympathique. Il ne reste plus qu'une étape avant de pouvoir enfin s'attaquer à l'énigme 1, Pierre. La dernière phrase nous demande ceci. Retient sa symphonie ainsi que son quatuor. La dernière personnalité que nous avons trouvée était Olivier Messiaen. Il faut donc retenir une de ses symphonies ainsi qu'un de ses quatuors. Le plus simple étant toujours le mieux, on choisit les résultats les plus célèbres et évidents qu'on trouve concernant Olivier Messiaen. La Turangalila et la symphonie, qui elle aussi fait partie du cycle arthurien, et le quatuor pour la fin du temps. Les 2 dernières croix bleues sont maintenant identifiées et l'énigme 1, Pierre, va enfin pouvoir être décryptée. Pour résoudre l'énigme visuelle finale, il fallait se resservir de toutes les solutions trouvées précédemment. Les chiffres romains bleus et rouges indiquaient l'œuvre ou le compositeur concerné. Par exemple, un 3 rouge représenterait Claude Debussy, 3e compositeur, puisque rouge, trouvé en solution finale d'énigme. Voici un rappel de toutes les rouges. En 1, Arthur Honegger. En 2, Germaine Taillefer. En 3, Claude Debussy. Et en 4, Olivier Messiaen. Pour les bleus, nous avons en 1, le roi Artus. En 2, Péléas et Mélisande. En 3, la Turangalila symphonie. Et en 4, le quatuor pour la fin du temps. Cette énigme fonctionne par triplet. À chaque fois, un numéro blanc est entouré de 2 chiffres rouges ou bleus, ou les deux, représentant les réponses que j'ai listées juste à l'instant. Ce numéro blanc représente le énième caractère à retenir dans le chiffre romain de gauche. Je m'explique. Dans le premier triplet, 3 rouges, 5 blancs, 1 bleu. Le 5 blanc se traduit par compter la 5e lettre.
l'endroit où compter est l'élément situé à sa gauche. Ici, Claude Debussy, qui était le troisième compositeur rouge. La cinquième lettre du nom Claude Debussy est un D. Une fois ce D obtenu, il faut le retransformer en chiffre en prenant son rang dans l'alphabet. Ainsi, le D devient 4. La dernière étape pour résoudre le triplet consiste à prendre le compositeur ou l'œuvre située à droite, dans le cas présent le roi Artus, puis avec notre nouveau numéro, on compte à nouveau la énième lettre, qui cette fois sera la solution du triplet. La quatrième lettre de le roi Artus est un O. L'ensemble du triplet 3 rouges, 5 blancs, 1 bleu donne donc la lettre O. En continuant ainsi pour chaque triplet, le message obtenu est « Olivier s'en est inspiré ». Il reste une croix bleue sur la pierre, et celle-ci n'a pas encore été identifiée. Le but de l'énigme est donc de trouver une dernière œuvre avec pour indice le fait qu'Olivier s'en est inspiré. Bien sûr, ayant trouvé Olivier Messiaen et 2 de ses œuvres précédemment, il faut se concentrer sur celle-ci. En cherchant un peu, on découvre rapidement que pour son quatuor pour la fin du temps, Olivier Messiaen s'est inspiré de l'Apocalypse selon saint Jean. C'est là que le visuel de l'énigme pierre entrait dans l'équation. En effet, j'ai toujours pris grand soin d'évoquer la pierre en lui laissant sa majuscule, puisque le but final de cette énigme était de retrouver un compositeur prénommé Pierre. La dernière croix bleue est l'œuvre Apocalypse de Jean, composée par Pierre-Henry en 1968. Comme je l'ai précisé en introduction, cette chasse comptait 3 énigmes audio cachées. Mais vous avez déjà beaucoup d'informations à digérer, je vais donc terminer là mon explication. Je reprendrai le tout dans une seconde vidéo. En attendant, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez tenter de trouver les 3 audios cachés. Essayez de trouver par vous-même la résolution de l'opus 2. À bientôt!